Salut tout le monde. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc j'avais pas forcément beaucoup de sujets à montrer, mais en plus là avec la chaleur, bah, c'était un petit peu difficile chez moi parce que j'habite en fait sous des combles, donc c'est pas évident forcément voilà de faire toujours des choses en lien avec bah, notamment les vidéos, les caméras qui surchauffent, etc. Donc la caméra, je lui ai remis un ventilateur pour pas qu'elle se mette en défaut. Là actuellement, voilà, on voit mon petit multimètre, la température de là où je suis. Et donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisque ça fait plusieurs mois là que je mets un peu d'argent de côté pour me refaire un PC fixe. Donc là j'ai reçu en fait quelques pièces, hein, donc je les achète petit à petit. Et donc là j'aime beaucoup cette marque là pour le silence, donc Noctua, pour le silence en fait de leur ventilateur, parce que j'ai déjà en fait dans mon PC actuel que j'ai monté maintenant il y a un paquet d'années, hein, je crois que c'est une dizaine d'années je pense. Donc le même kit, donc je vais vous montrer voilà, une photo de l'intérieur. Donc j'ai ce kit là actuellement dans mon PC, donc c'est un petit peu l'ancienne génération de celui-ci que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ça c'est un autre ventilateur mais pas du tout dédié pour le PC, là c'est pour un autre projet que j'ai. Et j'ai acheté donc ce modèle là, donc c'est un 6 cm sur 15 d'épaisseur. Et j'en ai déjà monté un comme ça, bah, peut-être pour les personnes qui me suivent éventuellement ou qui ont vu quelques posts de ma part sur le forum EEVblog. Donc en fait sur mon oscilloscope, bah, qu'on voit pas beaucoup puisqu'il est par là-bas et il n'est pas du tout dans le champ de la caméra, en fait il faisait trop de bruit d'origine, donc le ventilateur d'origine il est là. Donc j'avais fait des modifs dessus et j'avais acheté justement, on va dire, le grand frère de celui-là, à savoir c'est toujours le 60, mais en 25 d'épaisseur là. Donc du coup maintenant mon oscillo il fait plus de bruit du tout. J'ai gardé le ventilateur d'origine, donc là maintenant il y a un système push-pull, c'est-à-dire que lui il prend l'air de l'extérieur, il l'envoie à l'intérieur et lui il le reprend à l'intérieur pour l'extraire dehors. Et après j'avais fait le petit schéma ici au tableau, sur mon petit tableau habituel, et je me suis aperçu d'ailleurs, une petite parenthèse, avant d'imprimer j'ai fait une inversion des couleurs, parce que sinon ça faisait trop de noir au niveau de l'imprimante et ça faisait gâcher de l'encre pour rien. Donc en inversant les couleurs, ça fait un petit rouge un peu bizarre, mais bon, c'est largement lisible. Donc voilà le schéma que j'avais utilisé là. Donc j'avais mis des résistances en fait de 150 ohms en série. Et sur le Noctua, j'avais en plus mis un contacteur thermique qu'on voit ici. Donc dès que la température dépasse, je ne sais plus combien j'avais mis, je crois que c'est 45. Ça doit être un contacteur de 45 degrés. C'est un bilame hein, qu'il y a dedans. Donc le bilame en fait se colle et chante la résistance pour alimenter le Noctua directement au max à 12 volts. Voilà, donc c'est la petite parenthèse de départ. Mais avant de rentrer dans les détails et d'analyser les ventilateurs, parce que le but c'est pas de vous montrer de l'informatique, mais plutôt comme d'habitude des trucs plus intéressants d'électronique, je vais juste vous parler donc des petites choses que j'ai faites dernièrement en dehors de mon PC et en dehors de chez moi aussi. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, sinon j'aurais fait, ça aurait été intéressant, mais bon, comme j'étais pas chez moi pour les faire, mais chez un copain. Donc là, c'est des cartes de pompe à chaleur, j'en ai eu deux, des pannes dessus. Donc ça peut peut-être intéresser certaines personnes d'entre vous. Alors moi personnellement, je suis dans un petit appartement et j'ai pas de clim ou autre qui tourne, et donc pompe à chaleur, c'est même pas la peine d'y penser. Mais c'était très intéressant à dépanner. Donc la première, c'était l'IGBT et la diode du correcteur de facteur de puissance qui était cramé en court-circuit, notamment pour l'IGBT. Donc ce qui faisait, je vais vous faire le schéma de principe, hein, parce que c'est bien. Voilà. Donc dans tous les cas, de toute façon, n'importe quelle machine de ce type-là, on redresse le secteur. Donc on a toujours le pont de diode au tout début. Alors il y a le reflet de là, voilà. Voilà, donc là, on a le plus de sortie, le moins. Bon, le secteur qui rentre là, bon bref, tout ça, c'est pas forcément la partie intéressante. Bon, évidemment, il faut vérifier que les diodes ne soient pas en court-circuit, etc. Ce qui n'était pas le cas sur les deux platines que j'ai croisées. Donc là, en fait, après le plus, on récupère, puisque c'est des machines de puissance, et il faut essayer d'avoir un signal le plus propre pour pas, au niveau du facteur de puissance, donc au niveau du déphasage en gros entre la tension et l'intensité, pour éviter des problèmes de différence en fait entre les watts et les voltampères.
le COSFI, etc. Donc il y a des correcteurs de facteurs de puissance qui sont assez lourds au niveau électronique, et c'est le premier élément qu'on rencontre en fait sur ces machines-là. Donc le premier élément du coup, bah, c'est une grosse bobine, donc qui est souvent vissée sur le carter avec des cosses, etc. Bah, dans les deux cartes que j'ai vues, les bobines, je les ai pas vues parce que moi j'étais pas sur les machines. En fait, le copain il avait déjà démonté les cartes, donc j'étais avec les cartes. Comme quand je vous présente les réparations, j'ai pas le reste des machines avec moi. Donc on a la grosse bobine en premier, et ensuite, pour schématiser, en fait, on a l'IGBT ici, et en gros, voilà, ça fait ça. Ensuite, après la bobine et après l'IGBT, donc ici, on a une grosse diode de puissance en TO220. Sur les deux machines, c'était du TO220, donc les boîtiers qui ressemblent à des transistors, hein. Et ensuite, bah, on a le condo, et puis on a la suite, hein. Donc le condo, les gros condos, d'ailleurs 3, en l'occurrence sur les deux machines, c'est les 3 gros condos de 450 volts. Voilà, donc dans les deux machines, qu'est-ce qu'il y avait? La première, le transistor HS, donc court-circuit, et ce qui a fait sauter en fait un fusible qui était par là, et forcément la machine ne marchait pas. La diode aussi était endommagée ici, donc voilà, donc on a dû remplacer ces deux éléments-là pour faire repartir la machine. Donc depuis, bah, la machine refonctionne. Il n'y a pas eu d'autres dégâts en dehors de ces deux-là. Après, encore une fois, mystère, pourquoi cette partie-là a cramé. Peut-être des variations électriques, hein, ça je ne sais pas du tout. Comme les machines sont dehors, on ne sait pas trop comment elles subissent les intempéries, etc. Donc voilà pour la première. Et pour la deuxième, c'était pas le correcteur de facteur de puissance, mais là c'est beaucoup plus compliqué, c'est l'inverteur en lui-même, donc le gros composant. Je ne sais pas si il y en a qui ont déjà démonté et qui ont été jusqu'à enlever le radiateur pour voir comment c'est, mais c'est vraiment des composants à la noix, en fait, c'est des grands pavés. Je pense que là je dois être en taille réelle à peu près, qui ont plein de pattes d'un côté, avec plein d'optocoupleurs partout, parce qu'il faut que ça soit, la commande soit séparée galvaniquement avec le composant lui-même, parce que là en fait en gros on a du 400 volts, hein, par là, 300, 330, 400 volts, c'est avec tout ce qui est en amont, donc on va dire 330 en général, et le 5 volts, voire 3 volts 3 pour la partie commande, donc pour éviter qu'il y ait des problèmes d'interférence ou de retour de courant, etc. Donc ça c'est côté entrée des gros composants, et côté sortie, donc en gros on a donc UVW. Voilà, donc pour les trois phases du compresseur. Donc schéma en triangle, enfin je vais faire simple. Hop. Voilà, donc en gros on se retrouve avec ce truc là comme ça, voilà. Ça c'est le compresseur, hein. Voilà, ça c'est la partie compresseur, ça c'est les cosses. Ensuite on a trois, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est les sorties des UVW, donc on va dire SU, SV, SW. En fait, ces composants-là, il y a deux. Bon, je vais finir de câbler, puis je vous explique après. Et ensuite, on a deux pattes qui sont en fait, souvent ils s'appellent plus et moins pour le moins, donc positif, négatif. C'est l'arrivée vraiment de la partie plus et moins qui sont en fait reliés au gros condo qu'on a vu, enfin que je vous avais dessiné juste avant. Donc ceux-là, ces trois pattes-là, qui sont assez particulières, en fait, il y a souvent, tout le temps même, des résistants de shunt, donc 0,001 par exemple. Et en fait, elles servent à avoir un retour de mesure de courant sur les trois, pour vérifier que les trois phases sont équilibrées, et ça informe en fait l'électronique en amont s'il y a un problème au niveau du compresseur, s'il y a un décalage. Alors sur certaines fabrications, il peut y avoir les trois qui sont reliés avec une seule résistance de shunt. Dans ce cas-là, en fait, on ne peut pas savoir s'il y a un déséquilibre dans les phases, mais ce qui est mesuré du coup, c'est le courant global de consommation pas l'inverteur, mais du compresseur, et qui ne permet pas de savoir s'il y a une phase en particulier qui pose problème, par exemple un bobinage qui est endommagé dedans. Donc voilà pour ce système-là. Et en l'occurrence, donc sur la deuxième platine que j'ai eue, donc c'est pareil, c'est un court-circuit franc, et en fait c'était ce composant-là qui était HS.
Donc en fait, les deux là étaient reliés, puis en fait, quand on testait tout ça, ça bipait de partout. En fait, il y avait une grande ligne de bip en continu avec le multimètre. Ça, en fait, à l'intérieur, c'est que des IGBT là-dedans. Hop, voilà. Donc, donc en gros, la sortie IGBT est ici, par exemple, et l'entrée. Mais en fait, il y a deux IGBT, j'avais oublié ce détail. En fait, il y a deux IGBT pour chaque canal, ce qui est logique du coup. Donc un IGBT qui est relié en fait au pôle positif, en plus, et l'autre au négatif. Donc je vais zoomer, on va dire, cette partie-là. On va prendre par exemple que le U avec SU. Je vais le faire ici par exemple. Donc on a le P. Ensuite, on a le premier IGBT. Ensuite, on a le deuxième. Ici, on a U, la sortie vers le bobinage U. Et ici, en fait, on a la sortie vers le SU. Et après, donc, c'est au fabricant en fait, de câbler donc soit le SU directement, s'il ne veut pas faire de mesure de courant, directement au pôle négatif de sortie, ou alors, comme j'expliquais tout à l'heure, de mettre le shunt pour faire la mesure de courant en fait, au niveau de la bobine. Voilà, donc pour le principe de fonctionnement. Donc ces composants-là, ils sont vraiment, alors ils sont très chers, hein, c'est une trentaine, quarantaine d'euros le pavé. Ils sont pas forcément très faciles à trouver non plus. Et puis bah, ils sont très difficiles à retirer, c'est vraiment des grosses pattes avec des grosses soudures. En plus, la référence elle est à l'envers, puisqu'en fait, bah, en gros, si je vous fais une vue de côté, ils sont soudés comme ça. La ref, elle est imprimée de ce côté-là, donc si je mets la platine, donc je vais effacer. Voilà, je refais, donc là, la platine ici, donc les pattes, c'est que des pattes traversantes, et le composant, il est là. Et là, en fait, la référence, elle est imprimée ici, donc déjà, en fait, pour l'avoir, il faut au moins décoller une rangée de pattes pour pouvoir le soulever. Mais en fait, ils font ça parce que tout l'arrière ici, c'est pour en fait le radiateur. Donc là, en fait, vous avez un gros radiateur en alu qui est vissé dessus et qui traverse en fait tout le composant et la platine pour qu'ils tiennent et qui permet justement le refroidissement global de ce gros pavé. Voilà. Donc c'est les deux pannes que j'ai rencontrées là sur les derniers petits coups de main que j'ai donné à un copain pour ces cartes là. Donc je profite de cette vidéo pour vous en parler, comme ça si ça peut vous être utile. Voilà. Donc on va revenir un petit peu au ventilateur. Bon, le gros, je vais juste vous montrer comme ça, mais c'est pas celui-là que je vais trop manipuler, parce que là, bon, la boîte est grosse, tout est gros. Donc du coup on va faire un petit unboxing, chose que voilà, c'est pas. Voilà. Hop. Donc au niveau du packaging, donc bon, donc tu vois c'est toujours bien fait, hein. Donc il y a une seringue de pâte thermique, un doubleur de vente, bah, je vais regarder dedans, hein. Voilà, bon bah, il y a tous les adaptateurs, voilà, bah, ça va être comme d'habitude, c'est du Lego tout ça, donc on va regarder quand je commencerai à monter. Voilà, bon, la visserie, les barres pour tenir le radiateur qui pèse toujours super lourd, l'autocollant pour mettre sur l'avant le boîtier là, pour montrer qu'on est équipé Noctua pour faire un peu de promo. Alors les différents câbles, bah, ça on va les analyser, ça va être intéressant. Celui-là, non, il est inintéressant complet, c'est un doubleur. Donc rien d'exceptionnel, hein. 4 fils ici, là. Et alors je vais ici, il y a peut-être une petite parenthèse que je vais faire dessus, que je reviendrai tout à l'heure aussi, donc la vidéo va être longue pour une histoire de ventilateur, mais bon, comme on est en période chaude, ça tombe bien. Donc les ventilateurs informatiques, ils ont 4 fils, hein, donc je reviendrai tout à l'heure pour les précisions. Donc il y a une masse, 0 volt, 1 plus 12. Ensuite, il y a le tachymètre, donc c'est l'info qui remonte en tour minute, donc c'est simplement un capteur à effet Hall qui fait des créneaux à chaque tour. Et le quatrième, qui est facultatif, c'est la commande en PWM. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Donc ça c'est côté carte mère ordinateur, donc c'est celui qu'on branche sur la carte mère pour l'ensemble des informations qui sont envoyées par la carte et ensuite reçues de la carte au niveau du tachymètre.
Et ça, c'est pour les ventilateurs. Et là, on peut voir quelque chose qui est assez visible, mais ce qui est logique aussi, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas, donc on voit qu'il manque une patte, donc on pourrait croire qu'en fait, ils ont oublié de câbler la patte. Donc on pourrait dire, bah, il faut que j'appelle le constructeur pour demander un câble complet. Eh ben non, c'est tout à fait normal, puisque là, en fait, on a le plus-moins. Donc 12 volts ici aussi. Ici, c'est la commande PWM qui émane aussi de la carte mère. Et là, bah, en fait, c'est le tachymètre qui est ici. Donc on ne peut pas avoir deux tachymètres en même temps, ce qui est logique, parce que le tachymètre, c'est le ventilateur qui le redescend. Et si on met deux tachymètres en parallèle, en fait, ils vont se court-circuiter l'un l'autre. Donc c'est des collecteurs ouverts, donc ça ne pose pas de problème. C'est sorti de capteurs à effet Hall. Mais les informations de tour minute vont être complètement erronées, parce que le premier ventilateur va forcément pas être synchronisé avec le deuxième. Et on va avoir des créneaux qui ne seront pas comme ça, mais qui seront n'importe comment. Donc heureusement qu'ils squeeze en fait une des pattes ici, pour ne pas avoir de conflit de tachymètre en fait. Donc en fait, on peut dire que ce connecteur là, c'est le connecteur mètre. C'est celui-là qui va donner l'info à la carte mère du nombre de tours minutes que le ventilateur a actuellement. Et celui-là, c'est le ventilateur esclave, on va dire. Donc celui qui tourne, mais dont on ne connaît pas réellement les tours minutes. Mais on estime que comme c'est exactement les deux mêmes ventilateurs, bon là c'est du Noctua en plus, donc on estime que les deux ventilateurs tournent vraiment à la même vitesse, à peut-être, on va dire, une dizaine de tours minutes d'écart, peut-être, c'est probable. Donc voilà. Ensuite, au niveau pâte thermique, alors moi je vais toujours fonctionner avec cette pâte là, pour le processeur et tout ce que dans tous les appareils où j'ai besoin de changer la pâte thermique, je mets souvent la NTH1 ou la H2. Là, je comprends pas, mon kit, je l'ai acheté là et je sais pas pourquoi ils fournissent toujours la H1 alors que la H2 est meilleure. Vu le prix du kit, je suis un petit peu déçu de leur part. Donc voilà. Ça, c'est le doubleur. Et ça, voilà. Donc ça, on va les analyser. Donc là, on a des adaptateurs low noise, ils appellent ça. Donc je vais les avoir ici aussi, donc on va les analyser sur le petit. Je vais les dépouiller, hein. Quand je dis analyser, pas le choix, il faut couper, regarder ce qu'il y a dedans. Et bon, quand là je torsionne un peu le câble, je sens tout de suite qu'a priori c'est des bêtes résistances qu'il y a dedans, hein. Voilà. Ensuite, bon, on a oui le long tournevis, parce que pour l'avoir déjà monté moi sur ma carte mère actuelle, les vis elles sont vraiment dans le fin fond en passant du coup la hauteur du radiateur. Donc effectivement, si on n'a pas un tournevis assez long, c'est bien pratique qu'ils aient fourni ce tournevis là qui fait plus long que mon petit réglé de 15. Donc j'ai pas, même mes gros tournevis ils sont pas aussi longs. Voilà, donc pour les accessoires qui sont fournis pour cette partie là, et ensuite donc le ventilateur. Et là déjà je constate que les ventilateurs, j'ai l'impression qu'ils ont oublié la finition. Bon ça malheureusement je peux pas faire grand chose. Sur mon ancien, donc celui-là que j'ai pas les photos des côtés, mais il est entièrement marron en fait. Là il est marron aussi. J'ai pas de visuel sur les paliers de roulement et tout ça. Donc bon, on va rien dire, hein. Donc je pense que là le mieux c'est de démouler. Ouais, c'est bon, le démoulage est plus facile. Alors comme d'habitude ça pèse son poids. Voilà, bon c'est très très lourd comme d'habitude. C'est comme d'habitude une très belle bête. Voilà, et puis le polissage, ça c'est super important aussi, le polissage de la surface. Chez Noctua, chez d'ailleurs d'autres marques, il est impeccable. J'essaie d'éclairer pour mieux voir. Voilà, là vraiment c'est vraiment impeccable, c'est superbe. Évidemment, c'est super important que ça soit très plat ici, parce que c'est ça qui va faire le contact avec la pâte thermique au processeur. Et ils mettent toujours effectivement des protections justement pour éviter qu'il se raye avec le contact d'autres objets. Voilà. Et on peut comparer aussi quelque chose par rapport à mon ancien.
puisqu'en fait on voit la tuyauterie ici. Moi j'en avais 4. Ils sont passés à 2, 4, 7. Ils sont passés à 7 maintenant. Donc les caloducs, donc voilà ceux-là. Donc les caloducs en fait qui permettent de transférer la chaleur de la base ici aux ailettes ici, afin que les ventilateurs fassent leur travail d'extraction en fait de la chaleur qui est remontée au niveau du radiateur. Donc voilà, donc il y a une évolution et je sais pas, mais je pense qu'il doit être, forcément il doit être plus lourd que mon ancien. Donc voilà, alors maintenant je le rangerai après, peut-être que je regarderai la vidéo à l'envers, je sais plus s'il était comme ça. Vous voyez le ventilateur, donc c'était comme ça. Moi, je ferai peut-être, je verrai, je voulais pas trop faire d'informatique sur ma chaîne. Moi, j'en ferai pas de toute façon. En réalité, d'informatique, je resterai toujours côté électronique, parce que c'est pas non plus l'objet de ma chaîne. Je pense qu'il y a assez de sites, enfin de chaînes d'informatique pour que je n'ai pas besoin moi d'en parler. Par contre, l'électronique étant en voie d'extinction, notamment en France, bah, j'essaye de continuer à faire plutôt cette partie-là que je trouve beaucoup plus intéressante. Voilà. Bon, j'ai réussi à tout remettre dedans. Maintenant, au sujet de la vidéo, c'est donc les ventilateurs. Donc le petit Noctua, en 6 cm, donc forcément beaucoup plus petit que le gros, que l'autre de tout à l'heure. Donc voilà. Donc toujours en packaging très sympa hein, chez Noctua. Donc là, voilà, donc je me doutais bien que j'allais avoir les modules de ralentissement de vitesse. Là, j'ai l'adaptateur pour brancher en direct sur le 12 volts. De toute façon, là, c'est pas du tout pour mettre dans un ordinateur, c'est pour refroidir un autre projet, donc il n'y a rien à voir avec l'informatique. Et celui-là, c'est un adaptateur. Ah, c'est une extension, donc c'est juste une rallonge. Voilà, donc il est assez long déjà, mais bon, ils ont quand même remis un câble de rallonge. Ensuite, dans la boîte, alors ça j'aime bien, ceux-là je les ai mis justement dans l'oscilloscope, c'est des espèces, je sais pas, on peut appeler ça des silent blocks, je sais pas trop, mais en fait ils servent aussi à fixer le ventilateur mais sans vis, donc en fait, je vais pas le faire là parce qu'après c'est un peu difficile à enlever, mais en gros on coince celui-là jusqu'au bout, et après on coince cette partie-là du côté de la grille dans laquelle on veut fixer le ventilateur, donc ce qui fait carrément en fait un amortissement de vibration et plus de vis. Après c'est un peu, à chaque fois c'est un petit peu énervant pour retirer, parce que voilà, c'est du caoutchouc, donc voilà. Et sur ce ventilateur là, j'ai pas fait attention sur l'autre, mais je viens de voir ça, ils ont mis en fait des caoutchoucs aussi sur les côtés. Donc ça c'est bien du coup, parce que si on est en contact avec un matériau rigide, hein, plastique, métal, et ben ça va permettre aussi d'amortir un peu les vibrations qui émanent du ventilateur. Donc voilà. Donc au niveau des caractéristiques, alors, je vais essayer de passer un petit peu maintenant avant de rentrer dans la partie électronique pure. Là j'ai un petit câble que j'utilise depuis très longtemps pour faire les tests des ventilos, hein. Donc j'utilise juste le plus 12 et le 0, et que je branche à la lime classique, la lime de labo. Je vais peut-être faire une petite parenthèse aussi, je viens d'y penser en regardant les pales. Alors en informatique, d'ailleurs je crois que c'est de manière générale, en fait on retrouve deux types de ventilateurs. Donc en anglais, on a les ventilateurs, ils appellent ça le airflow. Et celui-là, quand on regarde le dessin des pales, on voit donc on sent, enfin on a l'impression qu'il comprime un peu l'air. Et en fait, ceux-là, ils appellent ça des static pressure. Donc un airflow, ça va être un comme ça. Je suis en train de regarder ce que j'ai autour de moi aussi. Donc ça c'est pareil, c'est un ventilateur de PC mais de boîtier, et puis bon, en l'occurrence c'est un PC de marque tout fait celui-là, donc je l'ai récupéré pour d'autres trucs. Donc là voilà, on voit que les pales sont plutôt standards. Et du coup celui-là quand il tourne, en fait ce qu'il va faire, je vais prendre le tableau peut-être pour mieux vous expliquer. Hop. Donc en gros, celui-là, donc le ventilateur, on va dire standard, en fait, il va diffuser l'air, donc il va l'aspirer.
et puis il va le diffuser en fait de manière un peu partout en fait. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de directivité ou autre. Celui-là, avec la forme des pales, donc on voit vraiment que le dessin des pales est différent. On pourrait dire qu'il est un peu plus racé, pour parler en termes voilà, d'aérodynamisme. Et en fait, bah, ceux-là, ils vont faire un flux d'air qui est beaucoup plus centré, en fait. Donc celui-là, donc il va aspirer l'air toujours. Et en fait, au lieu de le diffuser comme ça, partout, il va en fait le diffuser comme ça, plutôt. Et l'intérêt de ce type de diffusion, et d'ailleurs c'est aussi celui qu'on retrouve normalement, hein, je ne peux pas vérifier, voilà, il est vraiment lourd celui-là. Ouais, voilà, bah là c'est flagrant aussi du coup, donc on voit la forme des pales. En fait, ces pales-là, elles sont faites, on va dire, pour avoir, si on peut parler un peu moteur, pour avoir un peu de couple en gros. Donc ça, en fait, ça envoie de l'air avec du couple pour passer à travers des radiateurs, etc. Donc ça a plus de pêche en fait pour faire ça. On peut pas mettre en fait des ventilateurs comme ça pour passer à travers les radiateurs. Ça diffuse trop, donc ça refroidit moins. Et on utilise en fait ce genre de dessin de pale. Donc je vais faire une pause, je vais démonter carrément mes ventilateurs de physique. Je vais vous montrer, ça va être physique, ceux qui sont sur pied que j'utilise pour me refroidir moi. Voilà, donc là c'est mon Roventa, donc c'est un ventilateur sur pied, un 75 watts là, qui est plutôt connu, qui est tout numérique, qui a plein de modes, mode silence et tout. Et donc je viens de sortir l'hélice, donc c'est ça l'hélice. Donc là on voit au dessin des pales que ce ventilateur là, alors il est vachement grand, donc ce ventilateur, donc, si on compare avec le petit 12 cm qui est là, voilà, il fait vraiment petit du coup. Donc ce ventilateur là en fait il est en mode airflow, enfin, je ne sais pas comment traduire, mais voilà, il est dans ce mode là. Voilà, dans ce mode là, ça veut dire qu'en fait il diffuse un peu partout. On voit que l'hélice n'est pas spécialement racée, mais voilà, elle est là vraiment pour brasser l'air et l'envoyer un peu partout devant. Petite info aussi, je vais peut-être vous le montrer là. Je ne sais pas si, moi quand je vois une hélice, je vois tout de suite dans quel sens elle tourne. Je ne sais pas si certains d'entre vous arrivent à deviner ce genre d'infos, même si c'est marqué, hein, normalement sur tous les ventilateurs d'ordinateur. Quand on regarde les côtés, il y a le sens de rotation et le sens du flux d'air. Voilà, ici pour celui-là. Donc là, il tourne comme ça, et l'air, il est comme ça. Mais quand on regarde la forme des pales, on peut le deviner aussi. Enfin, en tout cas, moi, voilà. Donc là, en fait, on voit, si ça tournait dans ce sens-là, que l'attaque, elle se ferait pas bien au niveau de l'air. En fait, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer. Mais il faut penser voilà, au fait que l'air arrive comme ça. Donc s'il arrive comme ça, donc il repart comme ça, en tournant. Et là, comme les pales sont un peu inclinées, donc si je redessine mon petit schéma ici, avec une pale inclinée, donc si on attaque ici, eh bien, il va bien repartir là. Par contre, donc ça veut dire qu'il tourne en poussant comme ça. Par contre, avec la même hélice, enfin avec le même dessin, si je le faisais tourner dans l'autre sens, en fait, il glisserait. Ça ferait ça plutôt. En fait, là, il y a vraiment une attaque, un rebond, je veux dire. Et là, en fait, ça ferait un flux d'air qui glisse. Donc là, il n'y aurait pas vraiment de mouvement d'air. Donc voilà, donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, en tournant comme ça, on a l'air qui passe là et qui va glisser en fait sur le dessus de la pale parce qu'on est du côté arrondi. Alors que si on fait comme ça, donc du coup l'air va arriver là et va rebondir et partir dans l'autre sens. Donc on est bien dans le bon sens. Bon, je ne sais pas si je suis bien clair, mais voilà, en tout cas on peut reconnaître enfin, bon, en tout cas j'y arrive, mais c'est voilà, c'est toujours, j'ai un petit peu toujours de difficulté à expliquer aux copains cette donnée là de retrouver le sens juste en regardant la forme des pales.
Mais voilà, c'est vraiment une histoire d'aérodynamisme comme ça. Donc il n'y a jamais de pale exactement comme ça, parce que là du coup on a un ventilateur bidirectionnel, hein. Si on a une pale qui est orientée pile à 45, forcément que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on a la même force qui s'applique et qui rebondit. Donc voilà. Donc je reviens sur les ventilateurs que j'ai, parce que je vais les remettre quand même. Ouais. Donc pour revenir au Roventa, voilà, donc le Roventa il a une grande hélice qui est en toute diffuse, et mon petit ventilo que j'ai acheté l'an dernier là, il y a à peu près un an. Alors, donc l'hélice est vraiment toute petite par rapport au Roventa, ça fait vraiment tout petit. Voilà. Donc c'est un Dreo. Et là on voit, alors là c'est hyper flagrant, l'hélice, on dirait une hélice de bateau en fait, carrément la forme. Et là elle est vraiment complètement typée en pression, pression statique si on traduit mot à mot. Très forte pression statique. Et d'ailleurs, quand on regarde les pubs de ce ventilo là, il dessine bien en fait un flux d'air qui est tout droit, et puis on le ressent quand on l'allume, hein. C'est beaucoup moins diffus. D'ailleurs j'avais fait parce que ça c'est un achat de Dilams, celui-là aussi. Et j'avais fait un gros récap sur le deal de l'an dernier sur ce ventilo là, et j'avais effectivement constaté la différence en fait de diffusion. Donc il va loin, il n'y a pas de problème, malgré la taille du ventilo, il fait pas de bruit non plus, etc. Il est très bien ce ventilo. Et par contre, clairement, bon, indépendamment de la diagonale, enfin de la diagonale, de la diagonale, pas de la diagonale, du diamètre plutôt, de l'hélice, on a vraiment une diffusion qui est en ligne droite, alors que là on a une diffusion qui est beaucoup plus large et qui n'est pas, on arrive beaucoup moins à savoir d'où vient le vent. Voilà. Donc je vais aller revisser. Ah, avant de revisser, je vais aussi vous montrer un petit truc, parenthèse encore, parce qu'à chaque fois je fais des parenthèses dans tous les sens. Je ne sais pas si certains se sont posé la question pourquoi quand on visse, on dévisse, et pourquoi quand on dévisse, on visse sur les hélices de ventilateur. En fait, c'est tout bête, c'est encore une fois le sens de rotation. En fait, c'est toujours fait comme les hélices, je ne sais pas qui a normalisé ça, mais elles tournent toutes dans les aigus dans le sens des aigus d'une montre, comme ça. Ce qui fait qu'en fait, quand on visse, en fait, on est dans le sens inverse, ce qui fait qu'en fait, l'hélice ne peut pas s'auto-dévisser. Si on était dans le même sens que la rotation, en fait, on aurait éventuellement le boulon qui se dévisse aussi. Donc voilà, c'est juste ça. D'ailleurs, vous pouvez faire le test, c'est que vous mettez l'hélice, d'ailleurs c'est plus rapide pour visser. On met l'hélice, on met ce truc là, et en fait on tourne l'hélice comme ça, et en fait ça visse le petit bouchon. Voilà, bon, je vais remettre ça, parce que sinon je vais cuire, et je vous reprends après. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis de peut-être mieux comprendre l'histoire des static pressure, donc pression statique, c'est bizarre comme traduction, mais voilà, et puis des modes de diffusion standard. Et donc, comme je vous disais, donc les ventilos en pression statique, j'en ai aussi d'autres là peut-être. Voilà, donc celui-là, ça se voit, là, vraiment, c'est peut-être encore plus flagrant que le petit. Donc là, c'est un petit ventilo Arctic de boîtier. Et là, on voit clairement que, vu la forme de l'hélice, donc ça tourne dans ce sens-là. De toute façon, il suffit de retrouver, voilà, la flèche, elle est là. Donc rotation comme ça, et sens comme ça. Et donc là, on voit clairement le fait que l'hélice, en fait, vu comment elle est dessinée, que l'air, en fait, fait vraiment un flux en ligne droite. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça permet, comme je vous disais, de passer vraiment à travers les radiateurs, parce que ceux-là, ils n'y arrivent pas correctement. C'est pas du tout leur objectif. Et aussi, celui-là, par exemple, on peut le mettre, et ça c'est ce que je fais moi à chaque fois, ce que j'ai déjà dans ma tour d'ailleurs. Donc si je dessine en fait l'intérieur de mon boîtier, donc bon là j'ai comme ça, le processeur, le gros là ici, en prenant ici, voilà, donc lui. Ensuite il y a la carte graphique en dessous, donc là c'était la vieille que j'avais, depuis je suis passé sur bon pour ceux que ça parle, j'ai une RTX 3060 Ti dedans actuellement. Voilà. Et en fait, j'ai un ventilo ici devant là,
au niveau du boîtier qui est par là, en pression statique justement pour qui diffuse bien sur la carte graphique comme ça. Sachant que cette carte-là, parce que j'achète aussi ces modèles-là, elles sont en mode bureau, comme je suis quand même la plupart du temps sur le bureau, enfin en mode bureautique, internet, tout ça. Et ben leurs deux ventilos, enfin, ici et ici, sont complètement arrêtés. Donc du coup d'avoir un petit flux d'air ici qui passe dans le ventilo et qui est ensuite extrait, ben, ça leur fait pas de mal en bureautique. Donc voilà, et ensuite j'en ai un d'extraction ici. Donc là j'ai les deux Noctua, et puis j'en ai un d'extraction. Et l'extraction par contre, là, un ventilateur standard, c'est parfaitement son travail. Voilà, et j'aurais très bien pu d'ailleurs mettre un ventilateur standard ici, parce que ça aussi c'est tout à fait faisable dans le boîtier. Par contre, il y aurait eu moins de concentration d'air en fait. Lui, il aurait diffusé plus partout. Voilà, et du coup là, il aurait, on peut dire, arrosé tout le monde, mais avec moins de force. Alors que lui, il arrose vraiment quasiment qu'en ligne droite, et forcément avec plus de force. Voilà, donc pour, j'espère que c'était assez clair, c'est un peu compliqué quand même, mais voilà pour l'explication. Donc entre des hélices comme ça, et des hélices comme ça. Voilà, donc static pressure et airflow. Voilà, en anglais, ils appellent ça comme ça. Donc diffusion d'air et puis vraiment plus concentrer l'air. Après, je parle pas parce que ça, on en a pas. Si on en a sur les PC portables, j'ai pas pensé, mais les ventilateurs comme ça qui sont des turbines. On en a en fait, c'est les aspirateurs principalement qui sont occupés de ça, des petits souffleurs comme ça aussi. Voilà, donc en fait le principe de cela, comme pour les aspirateurs ou les ventilateurs de PC portable, c'est que là, ils prennent l'air par la grille là, et en fait, et après ils l'extraient. Je vais effacer. Voilà. Donc en gros, ils ont un espèce de conduit de sortie, et il y a l'hélice qui est là en fait, d'ailleurs qui est très bizarrement dessinée comme on peut le voir. Voilà. Donc cette hélice là, en fait, elle prend ici du haut, il y a toujours un trou là, et ensuite elle recrache l'air dans un conduit qui est là. Et on voit le dessin des pales, c'est vraiment pas du tout la même chose. En fait, les pales là, elles sont faites, on voit. Est-ce que je vais essayer de... Voilà, donc on voit, il tourne dans ce sens-là. Donc l'air, du coup, en reprenant un petit peu le schéma, on voit en fait que la pale fait comme ça, donc ça brasse en fait l'air comme ça. Et quand on prend par exemple un bout de papier ou un bout de carton, quand on fait ça, ben, on a bien de l'air qui sort ici. D'ailleurs, hein, ça arrive à tout le monde d'utiliser, de faire ça comme ça, ou pour je sais pas, un barbecue, n'importe, entretien quelque chose, on fait toujours ça, et en fait on a l'air qui sort ici. Et il y a bien une raison, et c'est cette raison physique qui permet à ce genre de ventilateur, donc turbine, de sortir de l'air là-bas et non pas par le haut en fait. Voilà. Donc c'est un autre type de ventilateur qu'on trouve, mais pas en informatique, si, pour les ordinateurs portables, parce que ça permet d'avoir des structures très fines. Voilà. Donc maintenant, on va passer, après toute cette théorie des hélices, on va passer plus aux analyses de celui-là. Alors, donc, le rallonge, inintéressant, je le remets dans sa boîte. L'adaptateur, inintéressant, dans sa boîte. Les petits side-long blocks, les vis, on s'en fiche. Voilà, donc là, rien de spécialement intéressant. Là, ce qui nous intéresse, ça va être les deux modules qu'ils appellent low noise, le 13 et le 15. Et bah, je vais les découper, hein, on va regarder ce qu'il y a dedans. Je vais aussi, donc, j'aime bien vérifier un truc avec tous les ventilos que j'achète dans le domaine informatique, c'est de voir déjà combien de volts il démarre. Parce que moi je les commande en tension. Bah, celui-là de toute façon il a 3 pattes. Donc s'il a 3 pattes, c'est qu'il n'a pas le PWM. Et il y a effectivement un modèle PWM, mais j'en ai pas besoin parce que j'ai pas, le but c'est pas de le brancher à une carte mère. Et ça n'empêche pas qu'on peut régler l'alimentation juste en changeant le voltage. Donc c'est des ventilos en 12 volts. Bon, Noctua normalement indique les voltages hein, sur leur site. J'ai pas regardé. Je sais pas s'il est marqué quelque part. Il y a le 12 volts 1,02 watts, donc déjà très économe. Après on a les débits d'air.
Là, bon, on a le packaging. Là, on n'a rien de spécial. Bon, bah, c'est un peu du marketing. Bon, voilà, ça c'est du marketing. Tout le reste, là, pour dire les technologies qu'ils utilisent. Et du blabla. Du 12 volts, donc sur la ligne de labo, comme d'habitude. Et puis, bah, pour montrer un peu le voltage, hein, je vais aussi mettre le multimètre. Parce que comme j'ai pas la lime en visu sur la caméra, là, je ne peux pas vous montrer exactement son écran. Voilà, comme ça, avec le multimètre, on le voit. Donc, je vais régler 12 volts et j'envoie 12 volts. Donc voilà, donc pas de souci au niveau de la rotation. Donc c'est un flux, voilà, qui correspond au diamètre du ventilateur. Il ne fait pas trop de bruit quand même par rapport au fait bah, qu'il est au max, quoi. Au niveau de la consommation, j'ai 70 mA là. Donc pour 85 annoncés sur l'étiquetage. Donc voilà, j'ai jamais marqué les tolérances sur les boîtes, donc voilà, donc on est à peu près dans les clous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le mettre à 5 volts, parce que le but justement, c'est que je l'alimente en USB. Voilà, donc j'ai bien mon 5 volts. Là, il tourne toujours, sauf que comme il était déjà en rotation à 12 volts, et en fait, il a juste eu à freiner. Donc c'est pas lui qui s'est pas lancé, en fait, il n'est pas parti de zéro, il est parti de son max en descendant. Donc je vais l'éteindre, je vais éteindre la lime et la rallumer pour voir. Voilà, bon, pour voir si effectivement il arrive à se lancer de lui-même, et je vais même le mettre debout. Comme ça lui donne, voilà, ça fait une masse un petit peu différente, hein, au niveau de la rotation, alors que là la masse est répartie de manière uniforme. Voilà, donc il a réussi à se lancer, pas de souci, donc à 5 volts. Donc je vais descendre un peu le voltage petit à petit pour voir à partir de quel moment il s'arrête. Je suis à 4 volts 5, il tourne toujours. Je vais l'éteindre et le rallumer pour voir s'il est capable de se relancer. Il arrive toujours à se relancer. Donc je continue. 4, 4. Bon, de toute façon, un retour ici. 4, 3. Ah, à 4, 2, il s'arrête net. Net, net. Donc là, il y a un élément comme un espèce de régulateur qui est présent dedans, je pense, et qui doit complètement stopper en fait l'ensemble. Là, je sens même pas en fait qu'il a envie de se lancer quand je le tourne à la main. Donc si je le remonte à 4.3, il n'arrive plus du tout. Ah, non. Non, il essaye pas non plus. Parce que des fois, on voit des ventilateurs qui font des impulsions et qui n'arrivent pas à lancer l'hélice. Et là, c'est pas le cas. Donc je vais continuer à remonter, donc 4 volts 4. Ben voilà, il est parti direct. Donc il y a un truc d'électronique dedans là qui est assez particulier du coup chez Noctua, qui est un peu inhabituel au niveau des ventilateurs standards, qui fait qu'il s'arrête net et qu'il repart tout de suite. Donc là, si je laisse l'alimentation et que je bloque l'hélice à la main, et je relâche, est-ce qu'il va être capable? Oui, il se relance. Voilà. Alors pour info aussi, un petit truc peut, qui peut questionner. Donc là actuellement j'ai 28 mA de consommation. On pourrait presque le mettre directement derrière une patte de microcontrôleur. Quand j'arrête l'hélice, on pourrait croire qu'en fait le moteur se bloque et du coup il consomme plus. Et bien en fait là, quand j'arrête l'hélice, il consomme plus que 4 mA en réalité. Par contre, il fait des impulsions à 20. Donc parce qu'en fait les aimants ils sont alimentés donc comme c'est du brushless, ils sont alimentés à tour de rôle, et en fait il essaye de relancer à chaque fois. Donc là j'ai 4 mA et j'ai des impulsions en fait à 20 par intermittence. Et après voilà, et une fois qu'il est lancé, donc le capteur FEOL détecte la rotation, et là du coup il passe à 28 mA de consommation pour alimenter toutes les bobines. Voilà, donc c'est une petite donnée qui est peut-être pas très connue, mais quand on arrête un ventilo, au final il consomme pas. Contrairement à un moteur standard, forcément. Donc ça pose pas de problème particulier. Et puis il y a un petit truc aussi que je vais en profiter pour tester peut-être après, c'est le fait que quand on arrête un ventilateur et qu'on mesure sa tension, et qu'on lui envoie de l'air et qu'on mesure sa tension,
est-ce qu'il y a réellement une tension qui sort et est-ce qu'elle est dangereuse pour la carte mère? On va faire cette petite analyse là aussi. Pour ça, donc on va passer au test du module, des deux modules de ralentissement du ventilateur, donc qui permettent principalement de réduire le bruit émis par par le ventilateur en lui-même. Donc je vais brancher donc celui que j'avais commencé à découper. Voilà, donc celui-là. Donc toujours au module que j'avais, voilà, pour mes petits tests de ventilateur. Voilà, et puis bon, l'alimentation, donc voilà, donc pour l'instant c'est tout bon, donc je vais mettre directement 12 volts. Et ce que je vais faire aussi, c'est pour ça que j'ai remis l'oscilloscope là, c'est que je vais récupérer en fait la sortie du tachymètre, donc ça a été intéressant de regarder. Donc bon, là je vais planter parce que j'ai pas 3 fils de câblé ici, donc je vais essayer de planter un bout de métal et voir si ça peut tenir. Bon, ça a l'air. Et puis je vais mettre l'oscilloscope dessus, donc le moins sur le moins, et donc le plus directement ici, sachant que normalement c'est un collecteur ouvert ici, donc on ne devrait avoir aucun signal qui ressort, donc il va falloir sans doute que je mette une résistance de tirage au plus, donc on va voir ça. Donc j'allume le ventilateur avec la résistance. Voilà, donc là effectivement l'oscilloscope il reçoit du parasite, mais on voit des fois des petites, comme des impulsions. Donc je vais mettre une résistance de 10 kg par exemple, standard, avec mon système de boîte AD4 qui est un peu, voilà, c'est pratique, quoi. Voilà, donc 10 kg. Du coup, que j'intercale entre le plus et le petit bout de métal que j'ai mis et qu'on voit plus à la caméra, voilà, ici. Et là, effectivement, on a un bout de créneau, et sauf que je dépasse 2 volts par carreau, donc je vais juste augmenter. Voilà. Donc là, effectivement, on a bien un retour. Donc, je vais réduire un peu. Voilà. Et là, si j'arrête l'hélice à la main, voilà. Donc, on a bien la polarisation à 12 volts fixe, avec un transistor qui, du coup, n'est pas du tout saturé. Et là, voilà, il reprend sa vitesse, et on voit les carrés, les créneaux qui se rapprochent, donc signe que le moteur tourne plus vite. Donc, avec cette résistance de 82 ohms, je vais regarder rapidement le voltage qui arrive aux bornes du ventilateur directement. Et on va pouvoir en déduire les watts, que d'ailleurs de toute façon j'ai à l'écran, mais bon, je vais à l'écran de l'alimentation. Mais je vais le prendre quand même directement ici. C'est intéressant de regarder. Donc il faut que je me mette ici. Alors ici, vu qu'il y a déjà du monde, je vais me planter là. Voilà. Et je vais mettre le trigger. Voilà. Voilà, donc là j'ai 8 volts 36 avec le limiteur, donc je vais le noter sur le tableau. Donc 82 ohms, j'ai 8,36, je vais faire comme ça. 8,03, bon 8 du coup. 8,036 volts. Et je vais en profiter pour regarder la fréquence à l'oscillo. Donc l'oscillo il m'affiche 60, on va dire 60, je ne sais pas si c'est visible, 78 Hz. En fait, il oscille entre 77 et 78, mais il est plus souvent à 78. Donc 78 Hz. Sachant donc, 78 Hz. Sachant donc qu'il y a 2 impulsions par tour, puisqu'il y a 2 aimants qui traînent, donc il faut diviser par 2. Donc 78, on divise par 2. Et qu'on remultiplie du coup, je vais mettre les parenthèses. Et qu'on remultiplie par 60 pour avoir en minutes. Voilà, donc là, on est normalement à 2340 tours minute. 2340. Voilà, donc je ne sais pas si on a l'info sur la boîte, je vais regarder quand même.
Ah si, 2250. Et donc là, 2340, donc on est à peu près dans les clous, hein, il y a toujours une tolérance. Donc ça paraît plutôt pas mal. Au niveau de la consommation, puisque c'est aussi ça que je voulais vérifier, donc j'ai bien 12 volts en entrée, j'ai 8 volts en sortie, ce qui fait que j'ai 4 volts qui sont tombés donc dans la résistance. Donc la formule, donc c'est U carré sur R, donc je fais 4 fois 4 divisé par 82. Voilà, donc on a 0,2 watts de conso, donc du coup un quart de watt serait un peu trop juste, donc comme j'avais pressenti, je pense que c'est bien du 1 demi-watt, hein, c'est très mal écrit là. C'est du 1 demi-watt qu'ils ont choisi à mon avis, vu la taille de la résistance. Donc je vais faire la même chose avec l'autre module. Donc je ne vais pas éteindre la lime, ça ne sert à rien. Comme ça on va voir aussi la variété module, donc celui avec la résistance un peu plus faible. On va regarder la fréquence donc, sur l'oscilloscope et aussi le voltage comme on vient de faire avec le multimètre. Donc le voltage, je vais me prendre ici, au même endroit que tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai 10 volts 37. Donc déjà effectivement j'ai 2 volts de plus. La fréquence, je suis à 102 Hz là. Donc effectivement c'est bien plus rapide. Et donc avec ça, si on refait la même formule ou les mêmes calculs, donc je vais refaire 102 divisé par 2 et que je multiplie par 60 pour récupérer en minutes. Et donc on est à 3060 tours minute. Voilà, donc si je compare avec la doc d'origine, ah bah là on est encore plus proche, là ils annoncent 3050. Donc là on est encore plus proche de la valeur théorique qui est donnée dans la doc. Donc au niveau des watts, pour recalculer, j'avais donc 10,36, 10,37. Donc si je fais 12 moins 10, 37, donc on a 1,63, donc là j'aurais pu le faire de tête. 1,63 fois 1,63 que je divise donc par 27. Voilà, donc là on a 0,1 milliwatt pour arrondir. Donc là effectivement un quart de watt pourrait suffire, mais je pense que je ne l'ai pas ouvert, donc celui-là je ne sais pas, mais peut-être vu le ressenti que j'ai quand j'écrase, je pense qu'ils ne se sont pas embêtés, ils ont mis un demi-watt aussi ici. Voilà. Donc voilà pour la partie analyse du tachymètre et aussi des modules de ralentissement qui étaient fournis avec le Noctua. Donc on peut voir hein, que effectivement ça réagit très bien et instantanément, donc il n'y a pas de souci au niveau de l'oscillo et du retour des tours minutes. Et si on l'arrête, donc forcément c'est la résistance de polarisation qui permet d'avoir le 12 volts fixe. La consommation elle a complètement dégringolé comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là on est à 0,0, on a 5 mA et parfois il fait des petits pics parce qu'il essaye de relancer l'hélice. Et après on voit du coup la fréquence qui augmente et donc la période qui rétrécit à l'oscilloscope. Voilà. Donc on va passer donc sur un autre test, mais ça va pas être avec ce ventilo là, c'est avec l'autre que je vous ai montré il y a quelques instants, parce que celui-là, comme vous avez vu, il a que 3 fils. 3 fils, ça veut dire donc plus moins et tachymètre. Petit repère, on va dire mémotechnique, le moins, il est normalement toujours en face en fait au niveau des couleurs, si on regarde un petit peu. Il est toujours à côté d'un des détrompeurs. Alors là, donc là c'est un peu plus difficile de le deviner dans le sens où le détrompeur, il y a 3 fils, mais quand on a un ventilateur à 4 fils, on voit tout de suite où est le moins. Donc par exemple celui-là,
là, voilà, parce que là on peut les chaîner sur ce modèle là, donc ils ont mis un petit bout pour enchaîner un deuxième ventilateur. Donc là à 4 fils, beaucoup plus facile de trouver où est le moins. En fait le moins du coup il est là. Voilà, donc si on a le moins ici, le plus il est là, troisième tachymètre, et le quatrième qu'on va justement maintenant s'occuper, le PWM. Donc normalement celui-là il est en PWM, et quand le ponte, ce qu'on avait vu en début de vidéo que je vous avais montré, le tachymètre est squeezé ici. Donc en fait la patte du tachymètre n'est plus présente parce que c'est celui-là qui sert de référence. Voilà, donc là ce que je vais câbler, donc je vais faire pause sur la vidéo pour ranger un peu et puis préparer celui-là. Et je vais câbler en fait uniquement le plus-moins et le PWM pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner, puis pour l'analyser ensemble. Voilà. Voilà, donc là ce que j'ai fait, j'ai branché donc le ventilateur en direct sur l'alimentation. Donc là le 12 volts est prêt. Et puis là j'ai mon petit bout de métal donc, qui est un peu flottant encore, que j'ai mis sur la partie PWM. Voilà, donc, et là j'ai aussi préparé mon générateur, donc un GBF, un générateur basse fréquence, que j'ai paramétré donc aux fréquences qui sont requises pour le PWM, à savoir normalement c'est 25 kHz, et puis un signal de 0 à 5 volts. Donc on va regarder tout ça. Donc pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais allumer le ventilateur et on va mesurer bêtement la tension qui sort sur le signal du PWM, bien que le signal en lui-même attend quelque chose qui rentre. En fait, il y a quand même une polarisation normalement qui est faite sur cette patte-là. Donc j'allume le ventilateur, voilà. Et donc on va mesurer au multimètre, rien de bien exceptionnel. Voilà, donc on a à peu près 5 volts donc, de polarisation sur le signal PWM. Et normalement, si ça fonctionne bien, si je court-circuite cette patte-là, le ventilateur, du coup, il reçoit un 0% de PWM et il devrait complètement s'arrêter. Donc là, je suis en train de chercher un fil pour faire ça simple. Bon, je vais prendre des crocos. Donc je prends encore une fois le moins ici et j'envoie ça directement sur le petit bout de trombone. Et voilà, il est en train de s'arrêter. Voilà. Donc là en fait il reçoit un 0% de PWM le ventilo. Donc qu'est-ce qu'il fait à 0%? Et ben, il a l'air de tourner quand même celui-là, il est paramétré. Je vais l'arrêter pour vérifier. Ah oui, oui. Donc en fait c'est très marrant cet article-là en fait à 0% de PWM il tourne mais extrêmement lentement. Alors c'est très marrant avec la caméra et son rafraîchissement, on dirait que les pales tournent à l'envers. Il n'a pas réussi. Ah ça y est, voilà. Donc voilà, donc ça nous permet déjà d'avoir un petit point de repère. Donc quand 0 volt arrive sur le PWM, ce ventilateur-là ne s'arrête pas, mais tourne à sa vitesse ultra minimum. Et si je relâche la masse, là ça repart du coup. Voilà, il prend sa vitesse et il accélère au max. Voilà, donc pour continuer ça, le plus intéressant du coup, c'est de mettre un GBF. Voilà, donc on a bien nos 25 kHz, nos 5 volts pic to pic, et puis le minimum à 0, donc on voit de toute façon au niveau du créneau. Et puis là, je vais préparer en fait le duty cycle en anglais, donc le rapport cyclique, donc comme ça pour vous montrer. Voilà, là j'augmente et je diminue de 10%, ça va, au moins ça sera visible. Donc je vais passer de 10 à 90, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, et on va voir un peu le comportement du ventilateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 50%, donc tel que c'est là. Donc ma sortie de GBF, je l'ai dupliquée sur un fil BNC vers Croco, pour que ça soit plus simple. Donc Croco du moins sur le moins général, donc, comme d'habitude, du monde qui commence à y avoir sur le moins. Et donc le plus, je l'envoie du coup sur le PWM. Voilà. Et ben là, le ventilateur a carrément freiné. Alors c'est pas flagrant, je sais pas.
C'est vrai que là, je peux pas reprendre le tachymètre parce que là, il y a une grosse différence de vitesse entre les deux. Donc, il y en a un qui va être flou en fait au niveau du signal. Il faudrait deux oscilloscopes indépendants pour bien voir. Mais là, en tout cas, le ventilateur a bien complètement freiné. Donc, je vais mettre à 10%. Voilà, donc à 10%, on voit quand même que ça ralentit fortement. Et c'est probable que ça soit sa vitesse mine qu'on avait aussi en court-circuit au niveau de l'entrée PWM tout à l'heure. Là, ça tourne vraiment très lentement. Et donc, si j'accélère, voilà, donc on voit quand même l'hélice, ça fait des bizarreries avec l'enregistrement à 60 images secondes, mais bon. Voilà, et là, je suis à 90%. Donc on voit qu'il reste un tout petit peu de signal qui descend. Et là, ce qu'on peut aussi s'interroger, c'est pourquoi 25 kHz qui a été choisi. Et bien tout simplement, encore une histoire d'oreille, parce que moi j'ai les oreilles sensibles, donc j'entends quand même tout ce qui est bruit type call wine, ça me dérange beaucoup. Donc on peut essayer, et c'est ça que je vais faire tout de suite. Je vais descendre la fréquence du signal et on va voir s'il y a quelque chose qui change. Donc je vais mettre par exemple 15 kHz. Voilà, donc j'ai mis 15 kHz, donc on a vu au niveau des créneaux ici. Donc si je remets 25 et que je mets 15, donc voilà, on a à peu près la moitié. Le ventilateur n'a pas changé sa vitesse. J'ai toujours la même consommation au niveau de l'alimentation. Là, je suis à 34 mA et j'ai toujours 34 mA à 15 kHz. Donc si je mets à 5 kHz, j'ai toujours la même conso. Donc le ventilateur reçoit bien son PWM. Donc je vais changer le rapport cyclique. Je vais mettre à 10 par exemple. Il fonctionne toujours, il n'a pas de perte. Et si je remets à 25 kHz, donc là j'ai 8 mA de conso là, donc si je mets à 25 kg, j'ai toujours 8 milli. Donc puis l'hélice n'a pas changé de vitesse, et là on voit la fréquence qui a changé, donc la période du coup. Donc je vais essayer 1 kg. Donc là je suis à 1 kHz, j'ai toujours 8 mA, et là on voit aussi que le signal s'est grandement rallongé au niveau de la période. Et si je change la fréquence du rapport cyclique, si je la remets à 50, ouais, j'ai toujours sensiblement un 40 milli, à 35 milli. Là. Et si je mets à 100, à 99,99, voilà, donc je suis au max. Donc voilà, donc ce ventilateur là, du coup, c'est un très bon ventilateur, hein, celui-ci de chez Arctic, hein, d'ailleurs, c'est un que je vous recommande si vous en cherchez un pas trop cher. Donc tu vois, ils sont vraiment beaucoup trop chers sur des achats de ventilateurs seuls. Donc il fait pas de bruit quand il est régulé au max, hein, comme tous les ventilateurs on les entend quand même, mais quand ils sont en PWM régulé, bah, il ne faut pas spécialement de bruit. Et puis un modèle RGB, petite parenthèse, pour ce ventilateur là. Donc voilà pour le PWM, donc ça marche plutôt bien. Donc voilà des petites choses à savoir. Donc il y a bien une tension qui sort ici, qui est la tension en fait de polarisation, et quand il y a rien qui se passe sur cette patte là, bah, le ventilateur il n'a pas d'instruction qui lui arrive dessus, donc il se met au max. Si on court-circuite cette patte là, le fil ici débranché, ça essaie pas de marcher. Voilà, donc si on met ça à la masse, voilà, le ventilateur normalement il s'éteint ou descend au minimum pour lequel il est programmé au niveau de son PWM interne. Et quand on relâche, il repart dans les tours. Voilà. Et puis effectivement, on pourrait même manuellement, je pense, s'amuser à faire ça. Voilà. Donc ce qui fait que bah, là, en fait, je fais varier la vitesse, mais de façon très erratique, avec le contact et puis la vitesse qu'on a, nous, à la main, qui n'est pas du tout du 25 000 fois par seconde. Donc voilà pour le test du PWM que je trouvais intéressant à faire, parce que je n'avais pas encore fait de mon côté en dehors de la vidéo.
Et j'espère que ça vous a permis aussi de voir un peu comment le ventilateur fonctionnait, enfin, les ventilateurs de manière générale. Hop, je coupe le ventilo, ça fera moins de bruit. Donc voilà pour la ventilation. Alors je vais revenir aussi, j'y ai pensé en préparant ce ventilateur là. Parce que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc les deux types de ventilateurs qu'on retrouve, donc celui-ci avec des hélices vraiment très très racées, voilà, pour reparler de ce terme-là, et celui-ci un peu plus large, un peu plus diffusant. Et ben, j'ai trouvé un élément qui permettrait de peut-être comparer. Là, c'est une lampe. Donc en fait, par exemple, donc c'est une petite lampe, voilà, une Olight là. En fait, j'ai deux modes dessus. Donc là, j'ai un mode de diffusion. Et là, j'ai un mode de spot. Voilà. Donc en fait, on pourrait comparer un peu la même chose. Donc ça veut dire que celui-ci, ce serait le mode de diffusion. Donc on voit large, mais on voit moins loin. C'est vraiment exactement le même schéma. Alors que le mode spot, en fait, on voit moins le bord, tout le bord ici. Par contre, on voit vraiment très très loin au centre. Donc c'est du coup, ce serait une analogie que j'ai pensé là en récupérant le article là. Donc voilà. Donc est-ce que peut-être ça pourrait mieux expliquer le fonctionnement de ces deux modes de ventilation, voilà. Donc spot et flood, ils appellent ça en éclairage, hein. Donc flood pour dire on arrose un peu, et le spot pour vraiment pointu, donc qui va loin, mais qui éclaire du coup moins les objets qui sont environnants au point. Voilà donc pour une comparaison qui me paraît peut-être plus parlante que des schémas que je vous ai fait, enfin des petits dessins, des gribouillis. Donc voilà. Donc là, on va attaquer une partie qui me paraît aussi intéressante et qui concerne aussi une interrogation que je me suis toujours posée, à savoir, donc pour l'instant, on a toujours utilisé le ventilateur en mode ventilateur, c'est-à-dire qu'on lui injecte un voltage et il tourne en fonction du voltage ou du PWM qu'on lui envoie. Mais qu'est-ce qui se passe quand on tourne l'hélice et qu'on mesure en fait le bornier ici? Est-ce qu'on a quelque chose qui est produit? Ou est-ce qu'il n'y a vraiment rien parce que tout est absorbé par l'électronique interne du ventilateur? Donc cette interrogation-là, pourquoi? Parce que en fait, quand moi je nettoie, et je pense que tout le monde fait ça, mais quand on nettoie un ordinateur, en fait, on passe souvent de l'air comprimé, une soufflette, une bonbonne d'air sec, etc. Et on a forcément en fait les hélices qui se mettent à tourner au niveau des ventilateurs. Et on ne va pas s'amuser à chaque fois à débrancher l'hélice, enfin le ventilateur pour sécuriser éventuellement la carte mère s'il y a un problème avec. D'autant plus que les ventilateurs d'alimentation, dans les blocs d'alim, on ne peut pas les enlever puisqu'ils sont soudés sur la carte la plupart du temps du bloc d'alimentation. Donc on va faire ces essais-là. Donc pour ça, plus besoin de l'alimentation de labo. On a juste besoin toujours du petit connecteur pour récupérer la sortie. Donc le plus, le moins, donc je vais mettre, le plus simple, ça va être de mettre des pinces croco dessus. Donc je vais mettre pince croco sur le plus, pince croco sur le moins, puis je vais faire comme ça, voilà, pour qu'il ne se touche pas. Voilà. Et je vais rajouter en plus l'oscilloscope, parce que ça serait intéressant de savoir aussi la forme du signal, s'il y a quelque chose qui sort, qui est donc généré par le ventilateur. Voilà, et puis là, je vais activer le mode min-max. Ça va être donc intéressant de voir si on a des voltages. Donc là, ah oui, donc effectivement, on a du voltage et on a aussi du coup un signal là, qui apparaît au niveau de l'oscilloscope. Voilà, là j'ai réussi à atteindre 1,28 V quand même. Donc 1,64 V là, donc là et puis on a vu aussi là-haut. Donc je vais augmenter du coup la sensibilité, ou de la réduire plutôt. Je vais passer par exemple à 2 volts par carreau. Voilà, donc on voit toujours le signal. Et je vais mettre un coup de soufflette
pour voir si on a quelque chose de plus fort. Donc la soufflette que je vous ai montré tout à l'heure avec l'hélice en format turbine. Donc ça va faire un peu de bruit, mais ça fera toujours un peu moins de bruit que la grosse soufflette que peut-être on fera laisser après, mais ça va être bruyant. Bon, déjà là, ah, oui, et puis j'ai pas précisé, mais je fais bien dans le sens qui est indiqué là, savoir donc rotation comme ça et sens du vent par là. C'est parti. Bon bah ce souffleur là il n'a pas beaucoup de couple entre guillemets, donc il a du mal, plus de mal que moi à entraîner l'hélice. Donc bah, je vais sortir l'autre, et l'autre à mon avis ça va faire beaucoup de bruit, et bon on va faire l'essai quand même. Donc celui-là, donc je le laisse au max, et puis je vais contrôler donc avec la gâchette là le débit. Voilà, donc en fait le ventilateur plafonne à 2 volts 55 on va dire. Voilà, donc ça permet effectivement de confirmer que l'hélice est bien génératrice d'un voltage qui est plafonné, donc c'est déjà bien. Et puis je vais regarder aussi l'intensité, donc on va mettre en court-circuit. Bon, je pense pas qu'on va atteindre 10 ampères, donc je vais rester sur les milliampères limité à 440. Je vais repasser en min max. Voilà, déjà à la main, donc normalement on aura toujours 0 volts. Voilà, donc déjà à la main, moi j'atteins quand même 2 milliampères. 2 milli. Et puis bah, je vais ressortir la grosse soufflette. Et là, attention les oreilles. Voilà, bon, bah, on a atteint effectivement 33 milliampères, ce qui est quand même beaucoup, hein. Ça permet d'alimenter une LED, hein. Donc, je vais faire le test. Est-ce qu'on a suffisamment? Bon, ça serait assez drôle. Je vais prendre une blanche ou une bleue. On verra bien si elle s'allume. Donc du coup, normalement c'est 3 volts 3. Le plus et le moins. Voilà, donc est-ce que du coup la LED va s'allumer? Là non. Est-ce qu'on la voit bien? Le courant de court-circuit 33 et 2 volts 5, c'est normalement. Ah oui, elle s'allume. Elle s'allume. Voilà, donc effectivement ça confirme. Donc pour les fans d'éoliennes qui voudraient, alors moi j'en fais pas partie, mais qui voudraient bricoler des trucs avec des ventilateurs d'ordinateur, il en faudrait plein. Mais effectivement on a un petit peu d'énergie qui ressort quand il tourne, et qui est toujours dans le même sens. Et quand j'ai tourné dans l'autre sens, je vais vérifier. L'oscillo, mais il n'est plus là. Donc je vais remettre l'oscilloscope, donc plus ici, moins ici. Voilà, donc comme ça, il est en haut. Voilà, et si je tourne dans l'autre sens, il est en haut aussi. Bon, c'est plus facile dans ce sens-là pour la prise de main. Voilà, donc en fait, le ventilateur, c'est certainement les diodes de roue libre, hein, qui assurent les transistors qui commutent les UVW qu'il y a dedans, par lesquels en fait tout remonte et retourne au bornier. Donc on a toujours en fait le même sens qui apparaît en sortie. Donc voilà, donc ça c'était un petit test qui est plutôt intéressant à faire, parce que je n'avais jamais fait, et ça confirme effectivement que le ventilateur peut servir, hein, de générateur de tension, mais aussi bah, du coup il restitue bien un voltage sur la carte mère, qui elle-même doit avoir des diodes de roue libre, par lequel du coup l'énergie générée doit être normalement évacuée, parce que j'ai jamais eu de carte mère grillée après avoir passé un coup de soufflette dedans, sachant que bah, les ventilateurs tournent, hein, et que tout est débranché, hein, donc il n'y a pas d'alimentation qui arrive dessus. Donc ce qui semble confirmer qu'effectivement les contrôleurs de ventilateurs ont leur protection à travers des diodes, hein, comme toujours. Donc voilà pour cette partie-là. Et
en faisant toutes ces manipulations, j'avais on va dire un petit bonus, donc qui n'a rien à voir avec des mesures, mais juste. Donc je vous avais présenté mon ventilateur Dreo, là, celui donc en 24 volts tout à l'heure, celui qui me sert actuellement pour refroidir pour me refroidir moi en fait quoi. En fait, je voulais vous montrer une petite, c'est pas forcément une découverte, mais je vais le ramener, je vais vous montrer ça. Voilà, donc j'ai ramené le ventilateur que j'utilise, donc là je l'ai arrêté. J'ai ramené aussi un autre élément, parce que là on est toujours dans le domaine de la ventilation, mais c'est plus une petite trouvaille ou une petite utilisation détournée de ce ventilateur là. Donc j'ai ramené ma petite batterie Ugreen que je vous avais déjà présentée lors de la vidéo de test de l'USB-C, donc qui a un port ici de puissance en 100 watts, et un câble, alors celui-là je ne sais plus si je l'ai déjà présenté ou pas. Donc c'est un câble silicone en fait avec un côté USB-C, un côté jack, et celui-là en fait il a la puce. Donc voilà, la marque c'est Nouvelle Life là. Donc c'est tout en silicone, donc très souple à manœuvrer. Et en fait ce câble là il permet de déclencher, donc quand on branche un appareil en USB-C, il permet de demander à l'appareil de sortir le max de voltage qu'il peut, donc principalement 20 volts. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je reprends le testeur qui doit être, voilà, il est là. Donc si je mets le testeur tout seul comme ça, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'USB-C, je pense qu'ils sont rodés maintenant avec les histoires d'USB-C. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous recommande fortement d'y acheter un coup d'œil. Je pense que de mon point de vue, ça va être la vidéo la plus complète sur le sujet, au niveau d'internet à mon avis. J'ai vraiment passé beaucoup de temps dessus et beaucoup d'heures de découpe pour enlever les zones inutiles. Donc voilà, pour rappel, un USB-C, quand il n'y a rien qui discute avec, il n'y a rien qui sort. Donc on voit que le multimètre, il affiche rien du tout, rien du tout. Donc là, je branche ce câble-là, et en fait, voilà, donc là, je réoriente dans le bon sens, là. Et voilà. Donc là, on a une négociation qui se fait à 20 volts. Et la batterie Ugreen là qui est ici donne aussi l'info, donc on appuie dessus, voilà, on a 19,9 volts, donc il n'est pas tout à fait calibré, mais on est quand même à peu près dans l'ordre d'idée. Donc ce qui fait qu'au niveau du jack ici, donc qui est l'autre côté de ce câble, et ben si je reprends mon multimètre, qui va être un peu plus haut que d'habitude, et ben si je mesure ici, entre le plus, donc toujours centre, le moins au bord, là on a la vraie tension et calibrée, et là comme j'ai expliqué d'ailleurs dans les autres vidéos, ces testeurs là qui envoient 10 chiffres après la virgule, ça sert à rien de faire ça parce qu'ils sont pas calibrés, donc en fait les chiffres on voit qu'il est faussé dès le deuxième chiffre, donc du coup les deux autres en fait ils servent à rien à part voir la vitesse éventuellement de variation du flux électrique en fait. Voilà, donc ça confirme qu'on a bien 20 volts qui sont ici. Ce ventilateur là, comme je vous ai expliqué en début, c'est un ventilateur en DC, donc exactement comme un ventilateur d'informatique, mais le moteur est en 24 volts sur celui-là. Et quand je l'ai acheté l'an dernier, j'avais déjà fait des tests en fait à l'alimentation de laboratoire, donc sur la lime habituelle que vous me voyez travailler et faire mes petites bricoles. Et j'avais constaté qu'il démarrait sans problème à 20 volts. Donc qu'est-ce que ça fait tout ça? Et c'est que je branche du coup celui-là sur le connecteur. Alors, je vais avoir du mal à vous montrer, je pense. Ah non, ça va. Voilà, le connecteur jack qui est là. Et voilà, là il vient de booter. Comme c'est un modèle Wi-Fi, du coup il va se connecter et tout ça. Donc là, forcément, il démarre en sommeil. Donc en veille, ça permet aussi, donc même c'est qu'un ordre d'idée, parce que c'est pas tout à fait calibré, mais ça donne quand même un aperçu. Donc on a une consommation du coup de 32 milli en sommeil là, et qui lui il a du mal, et comme on peut voir il a qu'un chiffre après la virgule, donc il est obligé d'arrondir. Donc maintenant je vais l'allumer et on va voir. J'espère qu'il ne va pas m'aspirer des trucs, on va tester. Je l'allume, donc il a le Wi-Fi qui est... Ah, on ne voit pas l'écran, je vais l'éteindre, je vais le décaler avec le multimètre. Alors, hop, voilà, donc là j'ai l'écran en plus, donc là je l'allume, voilà, donc vitesse 4,
il y a le Wi-Fi. Alors. Voilà, donc on voit le Wi-Fi, puis le mode auto. Là, j'ai appuyé dessus. Mode auto, en fait, parce qu'il varie la vitesse en fonction de la température ambiante tout seul quand on l'active. Donc j'utilise tout le temps dans ce mode-là. Et du coup, en vitesse 4, on a la conso. Donc là, actuellement, il consomme 3 watts,7. Et qu'est-ce qu'elle raconte, la petite batterie? Eh ben, elle raconte à cette vitesse-là, bon, il faudrait peut-être, je pense, qu'il rafraîchisse, mais il estime 17 heures d'autonomie. Donc ça veut dire qu'avec cette batterie-là et le ventilateur à cette vitesse-là, avec le Wi-Fi connecté, eh ben, il peut tourner 17 heures, hein, ce qui est énorme. Là en ce moment justement je l'avais laissé à 4 parce que c'était bien suffisant vu qu'il fait beaucoup moins chaud que les jours précédents. Et comme ça on peut tester toutes les vitesses jusqu'au mode où c'est la soufflerie là. Donc je vais directement y aller d'ailleurs. Voilà. Donc là, bah, le temps estimé a forcément dégringolé et là il est en train de recalculer, donc 4 heures en vitesse max. Là c'est vraiment la soufflerie, il manque un peu de volts, hein, donc il souffle plus fort évidemment avec ses 24 volts. Et si on se met à 1, donc là c'est vraiment le mode pour la nuit et vraiment le mode très très silencieux. Là on a des heures de fonctionnement qui sont énormes. Là il estime 31 heures et je pense qu'il n'a pas encore fini de rafraîchir. Et les consos, quand je regarde, en fait, donc on voit l'histogramme là, parce que ça c'est bien aussi sur cette batterie, on a comme un mini oscilloscope. Donc si j'augmente un peu, si je remets à 4, voilà, donc là la conso a légèrement augmenté, mais à 4, hein, on voit que la conso est quand même très faible encore. C'est à partir de 6 où ça commence à grimper un peu. Voilà, donc je vais remettre à 4. Voilà, donc c'est un peu une utilisation détournée en fait de ces deux éléments-là, donc de la batterie là, du ventilateur que vous avez devant vous, grâce en fait au câble déclencheur qui est là. Voilà, donc j'ai pas posté l'info sur D-Labs à l'époque parce que D-Labs bah, c'est trop technique, je pense, ce genre de choses. Donc j'ai pas du tout voulu rentrer là-dedans. Quand je vois le nombre de fans d'AliExpress qu'il y a dessus et de actions, donc je me dis il vaut mieux pas parler de choses de ce point-là technique sur le site. Donc je donne des infos vraiment plus concernant l'appareil, mais pas concernant les modifications ou des utilisations un peu détournées des appareils en général. Voilà. Donc je voulais quand même vous le partager puisqu'on parle de ventilateur et que ça fait partie des petites choses qu'on peut faire avec ce type de ventilateur là. Donc dès lors que c'est des ventilateurs à 24 volts en fait, on peut prendre une batterie externe, un câble avec un déclencheur, un trigger intégré, là, un trigger USB-C, et on peut l'alimenter comme ça. Donc ça permet d'avoir un ventilateur mobile, je sais pas, moi j'ai pas de jardin, mais pour quelqu'un qui a un jardin par exemple, pour une terrasse ou autre, moi j'ai pas de tout ça, mais voilà, ça pourrait être intéressant de pouvoir avoir un truc mobile pour l'utiliser en dehors de chez soi sur une prise. Voilà, donc bah, je vais aller le rebrancher, puis ça devrait terminer la vidéo. Voilà, donc la petite utilisation détournée donc, de la batterie, du câble et du petit ventilateur Dreo. Donc voilà, je vous la présente parce que je suis sur ma chaîne d'électronique, mais je ne l'ai pas du tout montré sur D-Labs, parce que D-Labs, voilà, c'est pas non plus forcément c'est un site de bon plan, hein, c'est pas du tout un forum d'électronique ou autre. Donc je préfère pas qu'il y ait des gens qui se disent ah, bah, je vais acheter ça, ça, et puis qui grillent quelque chose parce qu'ils ont acheté, je sais pas, une batterie chez Action avec un câble qui est de très mauvaise qualité et qui a tout grillé au niveau du ventilateur. Donc du coup, voilà, je décline, pour faire la petite parenthèse, hein, je décline évidemment toute responsabilité si problème il y a avec des éventuelles utilisations de ce genre de matériel. Mais si on utilise bien des choses de qualité, bah, ça pose pas réellement de problème. En tout cas, moi, j'en ai pas eu à l'usage comme ça sur batterie. Donc voilà, donc bah, la vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu au niveau donc, du thème qui est un petit peu particulier, donc le thème ventilateur, qui m'aura pris donc vraiment beaucoup de temps parce que j'ai eu quelques problèmes pour changer de batterie, mais là, ce coup, c'est mon micro qui s'est coupé parce que j'avais pas fait attention qu'il était déchargé et je continuais à parler dans le vide, donc j'ai dû réenregistrer une partie.
Et sinon, ma caméra, elle a bien fonctionné grâce au ventilateur. Donc voilà. Et puis bah, je remercie toujours tous mes abonnés qui me suivent et qui suivent mes très très longues vidéos. Donc merci bien à tous et puis bonne soirée. Allez, salut!